Ancien directeur médical chez Allergan et Novartis, CEO du tout nouveau réseau Ophthalologie, je reçois aujourd'hui Marc Zanzouri. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide des ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un CEO, autrement dit un PDG, d'une société fondée par des médecins pour des médecins. Il s'agit du réseau Ophthalologie. Marc nous parle des ambitions du réseau et nous raconte la genèse du projet. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Avec nous aujourd'hui, Marc Zanzouri, CEO du tout nouveau réseau Ophthalologie. On va parler donc du coup de ton parcours en labo, comme directeur médical notamment chez Allergan et Novartis, et bien évidemment de la création de ce réseau Ophthalologie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter succinctement, s'il te plaît. Alors, comme tu l'as dit, Marc Zanzouri, moi je suis actuellement effectivement président du réseau Ophthalologie qui a été créé très récemment, puisque c'est le 18 décembre 2024, donc il n'y a que quelques mois. J'ai une carrière essentiellement pharmaceutique, tu l'as dit aussi, en tant que directeur médical chez Allergan et après chez Novartis, où j'ai été directeur médical, mais pas que. On pourra en reparler. Je suis aussi passé à la direction de la franchise. Et aujourd'hui, effectivement, président du réseau Ophthalologie et très content de l'être, parce que c'est une de mes volontés en quittant l'industrie pharmaceutique. D'accord. Alors justement, l'industrie pharmaceutique, comment on y rentre? Quelles sont les études que tu as réalisées? Est-ce que c'était un sacerdoce? Comment comment tu as vu ça au tout départ? Alors, il y a plusieurs points d'entrée. Le mien, moi, j'ai pas du tout fait mes études pour être dans l'industrie pharmaceutique à la base. J'ai un doctorat de biologie moléculaire et cellulaire. Donc, c'était une carrière qui était normalement décidée à la recherche plutôt scientifique, pas la recherche médicale. Et très rapidement, en fait, enfin très rapidement, j'ai quand même été jusqu'au doctorat, donc j'ai fait une thèse de 4 ans, donc rapidement, entre guillemets, je me suis aperçu que j'avais besoin d'avoir des résultats un peu plus rapidement, d'obtenir les résultats de mes efforts plus rapidement. Et que finalement, je n'étais peut-être pas fait pour la recherche, même si l'intérêt scientifique était réellement présent, et il est toujours réellement présent aujourd'hui, cette notion d'attendre des années pour avoir un résultat était un peu plus complexe pour moi. Donc, j'avais besoin de faire autre chose. Et donc, du coup, après ma thèse, j'ai fait une école de commerce pendant un an, un master spécialisé. Et pour la petite histoire, c'est bien que tu me poses la question, parce que c'est un master spécialisé en entrepreneuriat Ok. à l'École supérieure de commerce de Paris, à l'ESCPEAP, où je suis resté un an. J'ai failli d'ailleurs créer une entreprise liée à la recherche à l'époque avec des étudiants en fait qui étaient en informatique, qui sortaient eux purement d'école de commerce. Finalement, c'est pas fait. Pourquoi? En fait, j'ai tout simplement voulu. Je me suis intéressé à l'industrie pharmaceutique puisque j'ai vu qu'effectivement ça pouvait correspondre, même si à l'époque, c'est surtout les pharmaciens et les médecins qui pouvaient accéder à des fonctions de type marketing, de type médical dans l'industrie. J'ai quand même tenté ma chance et je suis rentré en stage, en tant que stagiaire, après un doctorat chez Allergan, qui était encore à Sophia Antipolis à l'époque. Donc, pas très, très loin de chez moi aussi, puisque je suis originaire de Nice. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'industrie. Ok, donc du coup, chez Allergan, tu fais ton stage. Qu'est-ce qui se passe derrière? On te propose un CDI, j'imagine? Déjà intérim, après CDD, plutôt marketing au tout départ. Et à l'époque, il y avait les postes de MSL qui ne s'appelaient pas comme ça, qui commençaient à être créés. Et effectivement, j'ai eu le premier poste de MSL qui s'appelait RSS à l'époque. Et qu'est-ce que Donc, c'est? MSL pour Medical Science Liaison. Ok. Donc, c'était les personnes terrain qui avaient cette formation médicale et qui devaient être non promotionnelles et délivrer de l'information non promotionnelle sur les produits et les médicaments qui n'étaient pas encore sur le marché particulièrement. Donc, c'est un rôle non promotionnel qui existe toujours, bien évidemment, et qui est très important aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, qui est parallèle au rôle promotionnel des délégués médicaux et qui a pour objectif de délivrer cette information médicale, surtout, donc de manière non professionnelle, je l'ai déjà dit, mais surtout, et donc du coup, ça s'applique beaucoup aux traitements qui ne sont pas encore sur le marché. Puisque D'accord. réglementairement,
seules ces personnes-là, donc ces rôles-là, qui sont non promotionnels, ont cette capacité effectivement de, après sollicitation par les médecins, de délivrer cette information médicale-là. Mais pas que, aussi de mettre en place des études cliniques, de gérer des études cliniques, etc., aussi avec les investigateurs. Donc ça, j'avais un rôle qui était au départ totalement national, puisque j'étais le seul en France chez Allergan. Et après, bien sûr, ça s'est développé. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis développé aussi, parce que c'est là où j'ai pris les rôles de management. On m'a proposé les rôles de management en ophtalmologie. Tout ça, je parle en ophtalmologie. Après, je me suis un peu ouvert à d'autres aires thérapeutiques chez Allergan aussi. C'était Botox thérapeutique à l'époque et esthétique médicale, hein, qui étaient des divisions. Donc, j'ai élargi mon champ, mais toujours en restant quand même très principalement focalisé sur l'ophtalmologie. D'accord, super. Et comment est-ce qu'on accède donc ça, c'est le poste de directeur médical, Non, ou pas encore? Voilà. non. Là tu es dans la structure médicale, parce que tu as une structure marketing, tu as une structure plus commerciale et tu as une structure plus médicale dans chaque laboratoire. Donc, tu es dans la structure affaires médicales ou médicales, hein, peu importe finalement. Et par contre, tu es terrain. D'accord. C'est-à-dire que dans le sens, tu es en contact avec les médecins tous les jours. Tu es en contact avec les médecins. C'est ça ton rôle. Par sollicitation, mais c'est ça ton rôle. Et ton rôle, c'est justement de prendre les études et de les connaître très très bien et aussi de délivrer cette information parce que généralement, tu vas voir des médecins qui connaissent la recherche clinique, qui mettent en place des études cliniques, qui sont souvent des investigateurs de ces études, et tu vas leur présenter en avant-première en fait ces résultats des études qu'ils ont aussi menées au sein de leur service ou au sein, d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était très hospitalier, et depuis c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de recherche dans le monde libéral, dans le monde privé. Donc, donc là, tu es dans la structure effectivement médicale, mais pour accéder à direction médicale, tu diriges en fait toutes ces structures, qui est à la fois terrain, donc une équipe de MSL, mais qui est aussi au niveau office, au niveau bureau, où là, on a souvent des medical advisors, et tes medical advisors, eux, vont être beaucoup plus responsables de la gestion des études cliniques avec les investigateurs, de la production aussi du matériel qui va être utilisé par la MSL, qui est un matériel totalement différent des délégués médicaux puisqu'il est non promotionnel. Voilà. Donc là, tu as des personnes au niveau office qui s'appellent souvent les medical advisors. Voilà. Et le directeur médical donc, gère toute cette équipe-là et, bien sûr, est responsable de la stratégie médicale de la société dans laquelle il est, dans laquelle il fait partie. D'accord. Donc je crois que tu y restes une dizaine d'années. Heu, C'est et ça. derrière, tu passes chez Novartis. Qu'est-ce qui a fait le pont? Alors, ce qui a fait le pont, c'est des opportunités. De passer, ça faisait quand même 10 ans chez Allergan, et Allergan, en fait, était en pleine mutation puisque avait été racheté, et cetera, et propositions d'achat. Donc, c'était le bon moment. 10 ans, c'était très bien, une super expérience, objectivement, chez Allergan. Sans cette expérience-là et sans cette évolution de 10 ans, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant. Et derrière, effectivement, il y a une opportunité de partir chez Novartis à un moment donné où bah, il y avait un poste de directeur médical ophtalmologie qui se libérait. Donc, j'ai été contacté par c'est pas le président, mais c'était le directeur général de pharma à l'époque, qu'on se connaissait de nom, parce que moi j'avais évolué en parallèle de Novartis. Et effectivement, il était intéressé pour que je les rejoigne et j'étais aussi intéressé. Donc, on a trouvé un accord et je suis rentré chez Novartis en tant que directeur médical ophtalmologie Novartis. Donc, ça ne changeait pas beaucoup en termes de rôle. Par contre, ça changeait énormément en termes de taille d'entreprise. Voilà. Il y avait Et ça. voilà. Donc, c'était intéressant. C'est une autre expérience aussi parce que ça m'a permis d'avoir une expérience dans une. J'aime pas trop ce mot-là, mais je le dis parce que au final, c'est ce que ça représente. C'est des big pharma. Ouais. C'est des très, très grosses boîtes pharmaceutiques. Et moi, venant d'Allergan à l'époque, Allergan n'était pas encore à vie, Ouais. était petit, etc. En ophtalmologie, c'est sûr que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses de comment évoluer et comment aussi avoir une stratégie qui s'adapte à une entreprise comme celle-ci. Donc, très riche expérience, à la fois chez Allergan en termes plus petites, enfin moyennes. Quand je dis petite entreprise, tu m'as compris, hein, c'est déjà énorme. Mais en tout cas, pour l'industrie pharmaceutique.
et énorme entreprise chez Novartis. Pour le coup, ça m'a donné ces deux visions-là. Donc, savoir quoi faire pour se développer et savoir aussi faire attention quand on est très gros, à quoi faire pour rester focalisé sur ce qui est important. Donc, ça m'a donné ces deux côtés-là. D'accord. Et à la suite de ça, donc c'était la nouvelle directrice générale qui m'a proposé effectivement de rentrer dans le process de recrutement d'évolution pour un rôle de directeur de franchise de l'ophtalmologie, parce elle avait vu, comme beaucoup d'ailleurs au cours de ma carrière, que j'avais ce double casquette à chaque fois très médicale, mais aussi de communication qui était intéressante pour avoir d'autres fonctions. Donc, j'ai eu le poste de directeur de franchise en ophtalmologie chez Novartis. Donc, à l'époque, j'étais un des 5 directeurs de franchise France de Novartis Pharma. Donc, parce qu'il y a plusieurs, bien sûr, aires thérapeutiques. Très Donc, bien. voilà un petit peu pour ma carrière pharmaceutique. Donc, et ça a duré une quinzaine d'années de mémoire. Et donc, du coup, bah, après toute cette expérience, tu deviens CEO d'Ophtalogie. Comment ça se passe? Qui vient te chercher? Pourquoi? Très bonne question. En fait, ça se passe déjà dans ma tête. C'est que j'avais décidé, avant d'être sollicité, je te dirais comment, pour Ophtalogie, d'arrêter l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que j'avais fait 15 ans, j'étais heureux, et je pense, c'est toujours le cas d'ailleurs, ne plus apprendre plus de choses, en fait. Et je pense que j'avais fait le tour, puisque j'ai eu cette chance d'accéder à différents postes de direction médicale, de franchise, dans différentes boîtes. Alors, deux boîtes, mais totalement différentes. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, il va falloir que je fasse autre chose et peut-être revenir à mes premiers amours, qui étaient l'entrepreneuriat. Et D'accord. d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait une école de commerce, comme je te l'ai dit, qui était un master spécialisé en entrepreneuriat. Et je suis parti sur une opportunité, puisqu'il y avait une restructuration chez Novartis, mais sans rien, sans objectif. Je me suis dit d'ailleurs, peut-être que je vais me prendre un peu de temps pour moi. Et tu peux imaginer qu'en 15 ans, je connais pas mal d'ophtalmologistes et ils ne m'ont pas laissé ce temps-là, et je les remercie maintenant. Et certains ophtalmologistes, donc, qui sont dans le réseau ophtalologie, m'ont contacté en me disant, voilà, le projet qu'ils avaient, j'ai trouvé le projet extrêmement pertinent et éthique dans l'environnement dans lequel on était et dans lequel on est, et même une vraie évolution. On va en parler tout à l'heure de l'ophtalmologie libérale. Et ce projet m'a plu, puisque j'ai compris que c'était leur initiative. C'est l'initiative d'ophtalmologistes. Et ça, c'était très important pour moi. C'était tout à construire. Donc, le côté entrepreneurial, il était même au-delà de mes espérances. Et je pouvais faire partie, effectivement, de l'histoire dès le départ. Et ces choses-là ont fait que, effectivement, j'ai été sélectionné pour être CEO d'ophtalologie. Mais ça, je te parle de ça d'il y a 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc, au début, c'était effectivement CEO d'ophtalologie, ou président d'ophtalologie, peu importe. Et, et après, ça s'est finalement terminé par cofondateur d'ophtalologie. Il restait beaucoup de choses à développer. L'environnement juridique a changé. Il a fallu s'adapter à cet environnement juridique, à faire en sorte que les médecins conservent leur indépendance au plus haut et à différents niveaux. Et toute cette adaptation a mis du temps. Et c'est ce qui fait aussi la force du réseau ophtalologie aujourd'hui, c'est que c'est un réseau assez unique, puisqu'il y a eu plus de 3 ans et demi de développement pour faire en sorte que sa structure soit cohérente cohérente et pérenne dans cet environnement, dans l'environnement dont on est aujourd'hui, dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivé donc au rôle de président d'ophtalologie, qui finalement, il y a un peu plus de 3 mois, mais j'ai commencé il y D'accord. a, pour tout te dire, en octobre, novembre d'il y a 2 ans et quelques, donc ça fait, on est en 2025, c'est octobre, novembre 2022 de mémoire. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Ophthalologie, c'est quoi? Alors, ophtalologie, c'est avant tout des ophtalmologistes libéraux, comme je disais tout à l'heure, qui sont entrepreneurs et dirigeants, et exigeants, bien sûr, sur la qualité des soins, et reconnus, qui ont décidé de se regrouper au sein d'une holding qui s'appelle Ophtalogie,
dont ils sont les actionnaires majoritaires. Ça, c'est extrêmement important. Et tout ça afin d'être plus fort face aux défis actuels et à venir de la profession. C'est ça, en fait, Ophthalmologie. Alors, quand on dit plus fort, c'est bien sûr économiquement, financièrement, puisque chacun valorise son activité et investit dans la holding, puisqu'ils sont majoritaires, mais aussi plus fort, puisqu'ils partagent leurs connaissances. Ils ont chacun une expertise, ils ont des années d'expérience de développement, puisque c'est pas des jeunes Ophtha actuellement qu'il y a dans le réseau. Et ils vont partager leur expérience, bien sûr, médicale, mais ça, à la rigueur, ça va de soi, mais aussi ça va être leur expérience entrepreneuriale, leur expérience dans le parcours de soins, dans l'organisation. Ce qui fait qu'on crée une synergie extrêmement importante au sein du réseau qui est bénéfique pour tout le monde. Plus fort aussi parce qu'ils accèdent aux meilleurs services. Quand je dis aux meilleurs services, c'est service de communication, service de mutualisation du matériel médical qu'on est en train de développer, hein, bien évidemment. Tu peux imaginer qu'on n'arrive pas à J0 et que tout est là. Mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on a et on est en train déjà de le développer. Donc, je parle de matériel médical, mutualisation du matériel, mutualisation des solutions de remplacement du personnel, tout ce qui est assurantiel, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est juridique. Donc ça, effectivement, ça leur permet de gagner du temps sur leur pratique médicale et ça leur permettra d'en gagner encore plus dans le temps et de garder leur attractivité dans le monde dans lequel on est. Donc D'accord. voilà ce qu'est aujourd'hui le réseau Ophthalmologien. En gros, pour résumer, c'est un groupement d'ophtalmologistes indépendants qui se groupent pour tenter de mettre en commun, faire une synergie sur tous les moyens dont ils ont besoin individuellement et forcément à plusieurs, on est plus fort. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça, avec bien sûr la notion économique et financière. Tu peux imaginer que au début, en fait, les ophtalmologistes commencent souvent en BNC, après ils passent en CEL, après ils passent en SPFPL, etc. Et là aussi, en fait, c'est un petit peu l'étape d'après. D'accord. C'est pour moi l'évolution de l'ophtalmologie libérale, c'est une proposition d'évolution de l'ophtalmologie libérale tout en restant totalement indépendant. C'est comme si tu étais dans un centre, à un lieu donné, sauf que là, en fait, ils sont associés dans plusieurs centres au niveau national. Mais globalement, c'est ce que tu as dit là. Ok, alors justement, le réseau, à quel point il est développé? Combien d'ophtalmos? Combien de sites finalement? Alors là, nous, on s'est limité au tout départ. Alors, pour créer un réseau, c'est complexe, puisque c'est comme si tu fusionnais 7 entreprises. Là, tu as compris, on est 7. Du coup, tu as, la réponse. Avec des Euh, réalités différentes, j'imagine. Exactement, des lieux différents, etc. Donc, il faut effectivement à un moment fusionner en fait ces sept selles, sachant qu'attention, ils restent totalement indépendants, ils restent présidents de leur selle, hein. Ouais. Quand je dis fusionner, c'est qu'à un moment, effectivement, il y a un échange, il y a un flux entre les selles et la holding. D'accord. Voilà. Mais quand je dis ça, c'est comme si quand tu fusionnes des entreprises, pourquoi j'ai utilisé le mot fusion? C'est que tu as des due diligence Ouais. sociales, financières, pour être sûr que, bah, comme tout le monde va être associé, chaque ophtalmologiste sera associé, tout le monde a besoin d'être sûr que l'un et l'autre sont totalement transparents et que tout est connu. Et s'il y a un truc qui ne va pas, eh ben, effectivement, on en discute. Et s'il y a vraiment un truc qui ne va pas et qui est incompatible avec le réseau, bah, la personne ne peut pas rentrer. D'accord. Donc, c'est extrêmement important ces étapes-là. Et je te réponds en partant de là, c'est pour expliquer pourquoi on est 7 aujourd'hui, parce qu'on aurait pu être 10, 12, même plus, mais on a décidé effectivement de limiter au départ pour pouvoir créer le J0 du réseau. Donc Ok. aujourd'hui, il y a 7 médecins qui sont dans le réseau et il y a d'autres médecins, bien sûr, qui sont intéressés et qui étaient déjà assez avancés au moment où Ophthalmologie a été créée. Ça, Donc en c'est gros, une c'est une financiarisation, mais par des médecins. par les médecins, exactement. J'aime pas trop le mot, pas le mot. Tu as raison, c'est exactement ça. Parce que, mais le mot financiarisation est assez Ouais, c'est péjoratif ça. et mal utilisé. C'est une financiarisation par les médecins. Il y a d'autres acteurs, mais qui sont minoritaires. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas être seulement le médecin Sûr. pour. C'est quand même une grosse structure. C'est pas possible, effectivement, d'être seul. En revanche, ils sont majoritaires, totalement. Et ils bénéficient, en fait, de ce qu'ils vont construire et développer au sein d'Ophthalmologie. Et une précision qui est pas des moindres, quand je dis ils bénéficient, ce n'est pas les fondateurs qui bénéficient,
c'est tous les ophtalmologistes qui vont rentrer dans le réseau au même titre. Il n'y a pas d'avantage particulier pour les fondateurs. Ce n'est pas les fondateurs qui vont garder 50% ou 51% des parts, pas du tout. C'est les médecins qui vont être majoritaires et à chaque fois qu'il y a un nouveau médecin qui va entrer, il aura sa part au même titre que les autres. Quand je dis au même titre, c'est à peu près, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais D'accord. il n'y a pas un groupe de 7 qui aura 50% des parts tout le temps, pas du tout. Alors en gros, les fondateurs se diluent au fur et à mesure en partageant les Exactement. parts de façon à ce que tout le monde reste à part égale à chaque fois. Oui, ou sinon, ils ne vont pas se diluer, mais le capital va augmenter. D'accord, très bien. OK. Et donc Donc, du coup, autre question, alors c'est un peu technique, mais est-ce que il est prévu un jour ou l'autre, ou justement pas du tout, c'est ce qu'on veut éviter, une levée de fonds? Parce qu'on sait que la levée de fonds, on fait appel à des financiers à côté pour avoir plus d'argent pour pouvoir développer le réseau plus rapidement. alors, pour répondre de manière tout à fait transparente, il y a déjà eu une levée de fonds. Il y D'accord. a déjà un investisseur. OK. Il y a déjà un investisseur, mais il est minoritaire. On a D'accord. plus de dettes, enfin de dettes de banque, de prêts bancaires que en termes de montant, hein. Beaucoup plus de prêts bancaires que d'investisseurs dans le réseau. Mais D'accord. aujourd'hui, c'est primordial. De toute manière, c'est très complexe aujourd'hui d'avoir que de la dette. C'est-à-dire que les banques qui prêtent sans avoir un investisseur, parce que Ouais. un investisseur est aussi un gage de crédibilité et d'engagement qui est extrêmement important. Mais aujourd'hui, donc, il y a eu cette levée de fonds, mais cette levée de fonds reste minoritaire et elle restera toujours minoritaire. C'est dans les pactes et les statuts du réseau ophtalologie. Alors, je ne Voilà. sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que j'imagine qu'il y a une notion de confidentialité et de cas par cas. En gros, pour rentrer techniquement, est-ce qu'il y a des fees à laisser? Est-ce que vous prenez une part du capital de leur sel? Est-ce que tu peux rentrer dans le détail? Par exemple, ils vont devoir vous céder 20% pour acquérir. Est-ce que tu peux en parler? Alors, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais oui, il y a un échange de capitaux automatiquement. Ophtalologie entre dans le capital de la selle Mhm. et le médecin entre dans le capital d'ophtalologie. D'accord. D'accord, très bien. Et donc, du coup, ben, je crois qu'on a fait le tour. Marc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ou on est bien? Je pense qu'on est très bien. Tu as posé les questions qu'il faut et je pense que la seule chose que je dirais pour peut-être conclure, c'est que le réseau ophtalologie, c'est une proposition de l'évolution de l'ophtalmologie libérale d'aujourd'hui. On sait qu'il y a des défis, qu'il y a une évolution, on voit une tendance au regroupement, hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins d'ophtalmologistes qui arrivent et qui s'installent seuls parce que c'est plus risqué. On a déjà cette tendance au regroupement en 3, 4, 5 praticiens dans une SCM, et ça fait des années. Et en fait, là, on est juste à l'étape d'après, enfin, juste entre guillemets, où il y a un regroupement qui est plus à un niveau géographique, mais à un niveau, effectivement, plutôt national, en restant maître, indépendant et actionnaire majoritaire de, bien sûr, SACEL, mais aussi d'ophtalologie. Donc, c'est une évolution de l'ophtalmologie libérale qu'on propose avec le réseau ophtalologie. Ben, très bien. Écoute, c'est parfait comme conclusion. Je te remercie, Marc. Donc, du coup, on se croisera sûrement à la SFO. Et puis, si quelqu'un Oui. veut te contacter, on le sait, via LinkedIn notamment. C'est extrêmement simple de nos jours. Parfait. Merci, Marc. À bientôt. Merci à toi, Sébastien. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Intéressant de voir que désormais, les médecins en primo-installation ont énormément de choix en termes de format. De l'installation en solo, en groupe évidemment, mais également via des structures comme le réseau Ophtalologie. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.